Bonjour, bienvenue dans Haut la Toile, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro de novembre, quel bilan pour le surf tricolore? Les réponses du président de la Fédération française. L'automne, c'est aussi le début de la saison des grosses vagues, décryptage des meilleurs spots de la côte basque. Et enfin, dans notre rubrique à 360, gros plan sur le paddle de vagues. Mais on commence, comme chaque mois, par toutes les images de la planète surf. Hossegor, la Nord, la Gravière, les spots mythiques de la côte landaise en état de grâce en cet automne. Terrain de jeu extraordinaire pour Jérémy Flores, Marc Lacomar et tous les autres rois du tube. Le tube vu de l'intérieur, ce n'est pas mal non plus. Sensation unique, le degré ultime de communion avec l'océan. Ce n'est pas leur Tahiti natal, là où ils ont grandi, mais entre Alehan Vast et son frère Kaoli, ce n'est pas une question d'océan, le lien est universel. Pour la première fois, le frère et la sœur gagnent la même compétition, au même moment, le Pro Junior des Açores, à ce jour l'acmé de leur toute jeune carrière. Franchement, c'était vraiment incroyable qu'il ait gagné aussi, qu'on ait gagné en même temps. C'était son dernier Pro Junior de sa vie, du coup. Et ouais, franchement, incroyable et on s'en souviendra. C'est tellement unique, c'est tellement un sentiment de bonheur et de joie parce que voilà, moi j'étais là, il y avait ma série dans l'eau et j'attendais que ma soeur elle revienne pour la féliciter, lui faire un gros bisou. Et je m'échauffais même pas, j'étais tellement chaud parce que je lui disais où aller, se placer et tout. Et voilà, non, je suis super content et trop content que je termine comme ça avec une victoire aussi de ma soeur, donc trop top. Il entre encore un peu plus dans la légende. L'empreinte de Jérémy Flores est désormais ancrée pour l'éternité et pas simplement sur le surf français. Il est le 19e surfeur à poser ses empreintes en anglette sur le deck des Sables d'Or. Jérémy Flores, le surfeur français le plus titré, avec 13 saisons dans l'élite mondiale, rejoint ainsi d'autres légendes comme Kelly Slater ou Jerry Lopez. Une très grande fierté pour la ville, berceau du surf, où ce Walk of Fame, inspiré de celui de Los Angeles, a beaucoup de succès. Depuis qu'on a lancé cette opération, on a beaucoup de jeunes qui viennent essayer de mettre leurs pas dans les pas des légendes, parce que c'est quand même des légendes. Et ça, pour nous, ça suffit notre bonheur. Si ça peut être des sportifs de haut niveau comme Jérémy, des exemples pour notre jeunesse, moi, ça me suffit. Jeune retraité, Jérémy Flores a quitté sa Réunion natale pour surfer les plus belles vagues de la planète pendant 15 ans. 4 titres à son actif, dont 2 à Pipeline à Hawaï, mais le dernier, le Pro France à Hossegor en 2019, reste un de ses plus grands souvenirs. Désormais, ce sont les Jeux Olympiques à Tahiti en 2024 qui le font vibrer. Si la France fait appel à moi, je serai présent, ça c'est sûr. Ça serait un rêve de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques 2024. C'est Paris 2024 qui se dérouleront à Tahiti sur une vague que j'adore, même si j'ai quand même pris ma retraite il y a quelques années et que, on va dire que j'ai 1% de chance d'y participer, mais j'y crois. Jérémy Flores partage désormais son temps entre les vagues du sud-ouest et celles de Tiopo à Tahiti. Un excellent compromis. En cette fin 2022, quel bilan pour le surf tricolore? À moins de 2 ans des Jeux Olympiques, rencontre avec le président de la Fédération française, Jacques Lagincombe.
Bonjour Jacques, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais que l'on revienne ensemble un petit peu sur la saison du surf tricolore. D'abord en évoquant ces mondiaux qui se sont déroulés il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous en retenez? Bilan en demi-teinte, quand on est exigeant, ou un bon bilan en fait? Je trouve que c'est un très bon bilan parce qu'on a démontré la force d'une équipe. Par exemple, on gagne le tag team, on est champion du monde. Là, c'est un effort collectif et ça, c'est très intéressant pour la suite. Et puis, on a Pauline Hadot qui est vice-championne. Bon, on finit peut-être à la pire des places, à la 3e, puisqu'on ne décroche pas de place qualificative pour les Jeux Olympiques. Mais c'est une performance. Sur le fond des compétitions sur le circuit international, Challenger Series, cette année, il n'y a pas eu de compétition ici, dans les Landes, qui a été annulée quasiment au dernier moment, un mois et demi avant, en tout cas officialisée un mois et demi avant. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait en fait de voir cette épreuve annulée? Moi, je trouve que immédiatement, ça me fait très mal pour les territoires qui nous soutiennent, que ce soit le département des Landes ou la ville d'Hossegor. Ça m'a fait vraiment, vraiment mal parce que ces gens ne méritent pas ce traitement. Ensuite, ça m'a fait mal pour le surf français. On voit que les Challenger Series ou les CT ont lieu autre part en Europe. Je trouve là aussi que c'est une souffrance. Je pèse mes mots, mais c'est une souffrance. Je vis un peu ça comme une injustice. Mais c'est aussi source d'espoir, parce qu'on va travailler pour un retour de ces événements, un retour d'un événement récurrent qui sera le CT, ou si j'ai bien compris ce que disait le maire Christophe Vigneault, ce sera le CT ou rien. Donc il faut réfléchir et travailler pour un retour en 2025. Cela dit, il y a d'autres échéances possibles. Il y a d'autres grands événements internationaux. Et si on se place, nous, dans la perspective de Paris 2024 et dans la perspective de la qualification, on a un travail qui est entamé de discussion avec l'ISA, avec des partenaires locaux, pour candidater sur l'organisation des championnats du monde ISA 2024. Ici, dans les Landes? Dans les Landes, probablement dans les Landes. Pour terminer l'année pour la fédération, il y a les championnats du monde de parasurf, ouais. Avec une grosse délégation et des ambitions élevées, là encore dans le cadre, pas simplement des JO, d'abord il y a des championnats du monde, mais aussi dans le cadre des JO paralympiques. L'idée pour nous, c'est d'arriver en force, de faire un podium, premier, deuxième, troisième, on verra, mais en tout cas de faire un podium, et surtout d'appuyer la Fédération internationale dans sa démarche d'inclusion du parasurf dans les Jeux paralympiques. Ouais. Nous, c'est véritablement notre objectif. Merci Jacques Lagencom, bonne continuation. Merci. Merci, c'est un plaisir. Pas de compétition cette année encore dans les vagues landaises. À la place, une exhibition avec les meilleurs surfeurs locaux, comme une manière de continuer à écrire l'histoire. Pas de star mondiale cette année sur le spot mythique de la Nord à Hossegor, mais des surfeurs locaux prêts à en découdre pour une compétition un peu spéciale, la Quicksilver et Roxy No Pro. 32 participants issus des clubs de Hossegor et Cap-Breton, des conditions presque parfaites et du spectacle plein les yeux. Les vagues sont top. C'était la première fois que je surfais avec une planche, un single, une seule dérive. Donc c'était très à l'ancienne et super expérience. Après la suppression de l'épreuve professionnelle du circuit WSL, les surfeurs locaux ont tenu à maintenir une compétition à Hossegor au lieu du surf en Europe. On a organisé cette compétition conviviale qui réunit toutes les générations sur le spot, un des spots prestigieux, donc la Nord à Hossegor, pour surfer et prendre du plaisir. Voilà. Prendre du plaisir et oublier la déception liée à l'annulation de l'épreuve pro. Pour les organisateurs, Hossegor est victime du calendrier professionnel. Le fond du problème, il semble que ce soit un problème de calendrier puisqu'ils aimeraient regrouper des compétitions européennes sur une période donnée, à savoir le mois de mars. Le mois de mars n'étant pas le meilleur mois pour surfer ici, il me semble qu'octobre, septembre-octobre est toujours la meilleure période pour les compétitions professionnelles dans le coin. On a des vagues qui sont de classe mondiale et il n'y a que ça pour les convaincre. Les surfeurs landais en sont convaincus, les stars mondiales et le circuit pro reviendront tôt ou tard sur les vagues mythiques landaises. La Nord d'Hossegor, une vague mondialement connue, notamment pour le surf de gros. À quelques kilomètres d'ici, il y en a d'autres, sur la côte basque. Comment fonctionnent ces vagues mythiques? Décryptage, mode d'emploi, avec Gibus de Soultray.
Bonjour Gibus, donc on est pas très loin de quelques spots mythiques de la côte Bonjour. basque. Il y a Avalanche, pas très loin, Parlementia également. Avant de parler de ces spots-là, comment on naît une grosse vague en fait dans l'Atlantique? On en parle peu. Comment ça fonctionne en fait? Exactement, ça c'est très important de comprendre qu'une grosse vague naît d'une dépression. Donc quand on regarde une carte météo, on a un A qui veut dire anticyclone, D qui veut dire dépression, et c'est l'enroulement du tourbillon dépressionnaire. Et ce qui est important, c'est de voir les lignes concentriques isobariques. Et plus elles sont concentrées, plus la dépression est intense sur un périmètre précis. Et c'est la dépression qui plisse l'océan. Et le pli de l'océan, c'est l'onde, la houle. Et après, la houle se déplace dans l'océan et vient. Et ce qui est important aussi, c'est d'observer où est cette dépression, si elle est très au nord dans l'Atlantique, si elle est plutôt un peu ouest, ou si elle est latérale par rapport à la côte. Et évidemment, ça influe sur l'orientation de la houle, qui influe sur le déferlement sur les spots. Alors, on est au Pays Basque, il y a plusieurs spots connus, il y a Bellara, il y a Avalanche, la Fitania, etc. Pourquoi plus ici qu'ailleurs? C'est lié à la configuration de la côte? C'est lié à la configuration de la côte et c'est lié à la profondeur du golfe de Gascogne. C'est-à-dire que pour qu'une houle arrive vite, il faut que rien ne la freine. Et c'est notamment le cas de Bellara où on a tout autour des profondeurs de l'ordre de 40 mètres et soudainement il y a un plateau qui remonte là et qui remonte à 10 mètres. Et donc la houle, elle se déplace à peu près à 50 km/h et quand elle arrive sur le plateau, elle arrive à 50 km/h. Donc là, c'est un phénomène unique au monde, c'est la vitesse de déplacement de cette houle. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes au départ d'une grosse vague? Moi, je dis, une grosse vague, c'est par rapport à soi. Donc, que ça soit une vague de 2 mètres, de 2 mètres 50, 4 mètres, 5 mètres, c'est l'engagement dans un trou, c'est-à-dire d'une vague qui s'élève, et l'appréhension de plonger. Et là, pour s'engager dans ce type de vague, il faut être sans aucune hésitation. La peur est omniprésente? Le surf de gros, c'est le truc, c'est à la fois un engagement audacieux mais déterminé, et à la fois la nécessité de rester calme, et notamment quand on est sous l'eau. Parce que si on est sous l'eau et quand on est avalé dans tous les sens, forcément il y a des instants de panique parce qu'on se dit j'ai plus de souffle et ces instants de panique font perdre d'autant la résistance. Donc ça c'est toute une technique à s'abandonner dans la turbulence. Et alors tout le monde a des techniques, moi j'ai des copains, ils comptent. Il y a une histoire absolument incroyable d'un surfeur à Bellara qui s'est fait prendre dans une énorme vague, qui est resté dessous et il est resté presque 55 secondes, donc c'est colossal. Hein. Et pour tenir, il se répétait sa recette du gâteau au chocolat. Alors je ne sais pas s'il a un peu inventé cette histoire ou si c'est vrai. Et en même temps extrêmement grisant, non? Je pense qu'il y a une adrénaline pas loin du torero avec la bête. C'est une bête, c'est vraiment une bête qu'on domine. Un déferlement, quand il a une grosse puissance, on se sent une allumette dessus. Et on sent ça, et on sent les chevaux qui sont dans la nature et qui sont derrière, et on les frôle parce qu'on est à la lisière du déferlement. Et quand ça le fait et qu'on va jusqu'au bout, forcément, c'est une réjouissance, c'est une intensité étonnante et on a envie d'y retourner. Mais le problème du surf de gros, c'est qu'on le paye. Moi, personnellement, j'ai eu des histoires, je me suis retrouvé à Parlementia et pris par la puissance de la vague sous l'eau, la puissance de la houle m'a démise l'épaule. Donc je me suis retrouvé l'épaule arrachée. Voilà, et je remonte à la surface et j'ai en face de moi une vague de 5 mètres qui me pète dessus. Et que fais-je ou vais-je, quoi, hein. Et là, on peut crier au secours, mais ça ne sert à rien. Et donc là, il faut redescendre, être rationnel, se calmer, trouver des solutions. Et la nature fait bien les choses. La mer, la plupart du temps, ramène son client au bord, quoi. Il faut être un peu fou alors sur le surf de gros.
Non, je pense pas. Dans ce cas-là, oui, tous les sports extrêmes, mais il ne faut pas être plus fou qu'un snowboarder ou un skieur qui saute une barre rocheuse. Et à mon avis, c'est encore plus dangereux. La montagne est quand même plus dangereuse parce qu'elle cache son danger, notamment les avalanches. Les plaques avant, on ne les voit pas. Bon, quand la mer est forte, que la mer est grosse, ça se voit du bord. Alors, ce qui se passe souvent ici, c'est que quand la houle est très très longue et très puissante, il y a des très grandes accalmies. Et les accalmies sont traîtres parce que justement on croit qu'il n'y a pas trop de vagues. Et quand on arrive au point de déferlement, du bord, on ne se rend pas du tout compte si la vague est puissante ou pas puissante. Et puis c'est quand on la prend sur la figure qu'on se rend compte. Et donc à ce moment-là, il y a des planches cassées, il y a des gars qui nagent, etc. Ils vivent une sale expérience, puis ils comprennent où c'est pour eux. Et puis dans ce cas-là, ils vont s'entraîner, ils persévèrent, etc. Ou c'est pas pour eux et on les revoit plus jamais, quoi. Voilà. Ça se sélectionne tout seul. Merci beaucoup Gibus, et puis à bientôt sur les vagues ou à l'extérieur avec Surfer Journal. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Le surf de grosses vagues participe à l'essor économique de la discipline, un sport en plein boom depuis 2 ans. Des pratiquants de plus en plus nombreux, le surf a plus que jamais la cote sur les plages d'Aquitaine. Un sport en vogue et un business de la glisse en pleine croissance. Des entreprises de la filière surf sur le haut de la vague. Née il y a 22 ans au Pays Basque, cette PME poursuit son développement à Hossegor. Spécialisée dans la conception de bodyboard et planches de surf en mousse haut de gamme, cette marque française est aujourd'hui présente dans 25 pays et sur les 5 continents. On a évidemment une expérience longue sur la planche de surf en mousse et on est par exemple les seuls à proposer aujourd'hui dans le monde un bodyboard avec une planche en mousse recyclée. On a eu 2 années exceptionnelles, donc nous ça nous a permis de développer plein de projets, de pousser justement ces innovations éco-responsables, etc. Pour autant on reste sur quand même des niveaux de chiffre d'affaires qui sont assez conséquents. En 2 ans, cette PME a doublé son chiffre d'affaires. Comme elle, bon nombre d'entreprises de la filière surf enregistrent une forte progression de leur activité depuis la fin du confinement. Chaque année, ces acteurs de la fédération Eurocima se réunissent à Hossegor. Premier bilan, la filière surf est en bonne santé. On a eu sur ces réalités de 2 dernières années des croissances de consommation et de pratiques très importantes, de l'ordre de 20% sur les derniers 30 mois. Le matériel, donc tout ce qui est combinaison de surf, planche de surf, etc., a eu une augmentation un peu plus importante, de l'ordre de 30 à 35%, et le textile un peu moins, de l'ordre de 10 à 12%. Une filière qui espère aussi profiter de la médiatisation du surf lors des JO de Paris 2024, même si les épreuves n'auront pas lieu sur la côte landaise, mais à Tiopo, à Tahiti. Parmi les entreprises qui se développent, Nomad Surfing, ou quand 3 amis engagés dans la protection des océans permettent aux surfeurs de réduire leur empreinte carbone. On vivait en Asie du Sud-Est et on était vraiment touché par la pollution directe sur tous les spots, que ce soit à Bali, en Indonésie, aux Philippines. Et l'idée, ça a vraiment été de pouvoir proposer une alternative pour les surfeurs et s'engager durablement pour la protection de l'océan. Donc nous, on le fait à travers nos actions associatives, puisqu'on soutient des associations qui militent soit pour la dépollution de l'océan, la sensibilisation du grand public à sa protection de manière générale. On existe depuis 2017, donc ça fait 5 ans que l'entreprise existe. On est en pleine croissance, on double notre chiffre d'affaires depuis le début. Je pense qu'on fait beaucoup d'envieux parce que justement avoir autant d'existence quand on est une marque de surf sur un marché de niche saisonnier, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire un peu ? Alors là, on est en train de découper des combinaisons qu'on a récupérées dans les surf clubs, les magasins, dans des points relais qui vont nous servir en fait à faire nos leashs, le strap de nos leashs. Donc ça nous permet de recycler un maximum de combinaisons. Donc là, on les découpe au bon format et ensuite on va les nettoyer, les désinfecter en vue de la préparation pour la couture.
L'idée, c'était les combinaisons, c'est un produit en fin de vie dont personne ne sait aujourd'hui vraiment quoi en faire. Donc nous, on y réfléchit depuis quelques années. Donc le leash, c'est la première partie. Après, le problème, c'est que derrière, il nous reste énormément de restes de combinaisons qu'on ne peut rien faire. L'idée, derrière, ça va être de le broyer, d'en faire une nouvelle matière pour développer des nouveaux produits que seront demain des tapis de yoga, des pads, pour qu'à la fin de vie du néoprène, il ne reste strictement plus rien. Donc on travaille sur le recyclage du néoprène, le recyclage des planches en fin de vie, on travaille sur le recyclage des tongs. Voilà, plein de projets R&D sur lesquels on avance actuellement. Ouais. On se rend compte, en tout cas depuis quelques temps, qu'il y a un vrai changement, une réelle volonté des surfeurs d'essayer de changer, de consommer différemment. On le voit dans les fabricants de combinaisons, il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Ulex, du caoutchouc naturel à base de VA. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de fabricants de planches en Europe, à travers des matériaux alternatifs, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et ça c'est une excellente nouvelle pour l'industrie du surf. Demain, c'est vraiment pouvoir pousser un peu les limites de ce qui est faisable en utilisant du déchet, en s'impliquant vraiment dans l'économie circulaire, pour montrer au monde du surf, mais pas que, à d'autres domaines aussi, qu'il est possible en fait de concevoir aujourd'hui des produits en utilisant des déchets et en évitant de prendre des ressources naturelles ou issues du pétrole. Pour terminer ce 22e numéro d'Olatua, gros plan sur le paddle de vague, c'est notre rubrique à 360. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe. Aujourd'hui, on va aller faire du paddle dans les vagues, dans l'océan. Les conditions sont un peu grosses aujourd'hui, mais ça va être l'occasion justement de voir comment on peut, avec une planche qui ressemble à une planche de surf, s'amuser aussi bien qu'avec un longboard ou avec un shortboard. Alors, une des techniques consiste à ramer, comme tout bon surfeur sait faire. Ça permet de gérer l'équilibre qui est au bord de l'eau. Donc là, il commence à y avoir du monde. Donc il faut bien gérer les priorités. J'ai peut-être une vague qui se profile. Non, je suis limite, là je suis obligé de ramer pour ne pas me faire rattraper. Donc ça arrive à passer parfois, hein, c'est cool. Ça passe pas toujours, hein. Mais là c'était plutôt sympa. Ouais. Voilà. Donc là je suis parti. Donc là j'ai un ami qui est devant. Hop. Parce qu'en paddle on voit bien la houle se dessiner et c'est souvent bien plus facile justement pour faire un bon choix de vague. Voilà, cool, super vague sympa, vachement facile à surfer. Et hop, et on ressort tranquillou de la vague, sans se mouiller les cheveux. Donc pour moi le paddle est aussi maniable qu'un longboard, on va dire shortboard évidemment, c'est pas les mêmes choses. Mais le fait d'avoir une pagaie que l'on plante dans l'eau, c'est un peu comme un ski, quoi. On a des bâtons sur lesquels on peut s'appuyer. Et surtout autour duquel on peut tourner. Là je suis avec une planche de surf qui est petite, qui fait 8 pieds. C'est plus petit qu'un longboard justement. Ce qui fait aussi qu'elle est très manœuvrante et permet de faire des figures sympas.
c'est la fin de cette Olatoua. Merci d'avoir suivi cette émission mise en image et réalisée par Olivier Prax, montée par Boris Chag. On se retrouve dans un mois, début décembre. D'ici là, surfez bien et portez-vous bien.